On a tous un ou une cinéaste qu'on adore, par son style, par ses choix de films, par ses thématiques. Un artiste dont vraiment on aime toute la filmographie. Mais on oublie souvent que cet artiste-là, il a lui aussi ses films et ses personnalités préférées, et que bien souvent, par exemple, se pencher sur son top 10, ça permet de mettre en lumière quelques petites spécificités de sa filmo. Parce que de David Lynch à François Truffaut, de Catherine Bigelow à Kurosawa, la grande majorité des cinéastes reconnus et célébrés dans le monde entier, c'est aussi des cinéphiles. Et quand on parle de cinéastes cinéphiles, il y a quand même un nom qui nous vient directement en tête, c'est Quentin Tarantino. Ses films sont parfois des citations entières dont chaque scène se rapporte à un grand nom du 7e art, et découvrir son top 10 nous promet donc un sacré voyage dans l'immensité du cinéma. On va parler des films préférés de Quentin Tarantino. En toute franchise, il est sacrément bon. Ça, c'est normal, c'est le tout nouveau produit du sponsor historique de cette chaîne, j'ai nommé nos amis de YFood, qui nous propose pour ce mois d'août un nouveau goût, mais alors dingo, noix de coco chocolat blanc, qui est mais une merveille. Alors noix de coco chocolat blanc, et pourtant on est toujours sur du Nutri-Score A. C'est improbable, mais c'est le créneau de YFood. Faire des boissons équilibrées, rassasiantes, qui te calent pendant plusieurs heures, riches en fibres, protéines et minéraux, sans que t'aies jamais l'impression de te priver, puisque les goûts ils sont hyper gourmands et hyper variés. Oui, parce que là je vous présente le nouveau goût dont je suis absolument fan, et j'ai juste hâte de finir de filmer cette sponsor pour pouvoir dégommer les 6 bouteilles en 15 minutes. Mais si vous n'aimez pas la coco ou le chocolat, déjà vous êtes bizarre, mais il y a d'autres goûts pour vous. Enfin, on a le pack variété qui a d'autres goûts genre café glacé, caramel salé, vanille, banane, etc. Vraiment, c'est hyper varié, il y en a pour tous les goûts. Et tu vois, ça te permet largement d'éviter le grignotage. Tu peux te faire plaisir en profitant d'un produit qui est tellement plus équilibré en termes de calories et de nutriments que ce qu'on a l'habitude de grignoter entre les repas. C'est très simple, tout est clair, tout est expliqué sur leur site, t'as la liste des ingrédients, des nutriments, etc. C'est vraiment, tout est hyper transparent. C'est un produit que moi j'utilise vraiment au quotidien, parce que j'ai la chance de travailler avec cette chaîne depuis longtemps, et c'est un régal à chaque fois. Donc n'hésite pas à découvrir leurs produits, surtout qu'ils vous proposent moins 20% jusqu'au 1er septembre inclus, soit en tapant le code Intercut YouTube qui s'affiche ici, soit en cliquant sur le lien en description. Et alors je serai toi, je cliquerai vite parce que sinon... Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Comme je l'ai dit, les films de Tarantino, c'est quand même une invitation à l'exploration du cinéma mondial et de tous les genres. Du western spaghetti avec Django Unchained, en passant par la blaxploitation avec Jackie Brown, et même par les Chambara avec Kill Bill. En fait, je peux pas tous les faire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va s'attendre quand même, en découvrant le top de Tarantino, à découvrir des films de tout horizon. Et pour vous, j'ai vu les 10 films qui composent son top 10. Et pour commencer, alors le 10e film préféré de Quentin Tarantino est un film d'espionnage américain qui est sorti en 1943 et réalisé par Billy Wilder. C'est un film qui s'appelle Five Grave to Carol. On a déjà parlé de ce cinéaste dans ce format, et c'est rien d'étonnant, c'est quand même une référence du cinéma américain, et vraiment, moi, je me suis régalé à découvrir, parce que c'est une découverte pour moi, Five Grave to Carol. Déjà parce que dès qu'un film se déroule en Égypte, il a une sacrée plus-value pour moi, alors quand en plus, il retransmet si bien cette tension typique du film d'espionnage, mêlée à l'euphorie et au rythme d'un pur film d'aventure, je suis ravi. En gros, on va suivre un officier britannique qui, en pleine guerre mondiale, se voit égaré, seul dans le désert. À bout de force, il va tomber sur un petit hôtel qui est occupé par des généraux allemands. Du coup, il va devoir se faire passer pour un Allemand lui aussi, et il va chercher à fraterniser avec eux pour connaître leurs plans et les transmettre ensuite à l'armée britannique. Et Five Grave to Cairo, c'est avant tout un film qui est parfaitement rythmé. Un film qui est franchement très facile à découvrir encore aujourd'hui en fait, tant il transporte avec lui cette espèce de souffle d'aventure et ce suspense qui est hyper bien géré. Et l'écriture des situations et des personnages qui jouent sur les clichés de chaque nationalité, franchement c'est brillant, c'est drôle quand il faut l'être, c'est ultra tendu dans les séquences qui le nécessitent. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup pensé à cette fameuse scène de Inglourious Basterds
entre le général allemand et les alliés, dont Michael Fassbender, une scène qui est absolument, enfin sans doute la meilleure scène du film, et en fait elle reprend à son compte un peu toute l'idée de Five Grave to Cairo. Je vois d'où vient l'inspiration complètement, mais même vraiment, en plus de ça, le film de Billy Wilder, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'exotisme et un sacré thriller quand même, qui profite largement évidemment, des superbes décors égyptiens. Donc ouais, foncez découvrir ce film, vraiment moi je me suis régalé. Le 9e film, il est quand même un peu plus léger sur le papier. On reste aux États-Unis. C'est une comédie qui est sortie un peu avant les années 50 et qui est très connue, hein. Moi je l'avais déjà vue, qui s'appelle Infidèlement Vôtre. On suit un fameux chef d'orchestre qui revient de tournée et qui va peu à peu se laisser hanter par l'idée que sa femme le trompe en son absence. Et du coup, pendant une représentation publique, où il va vraiment se laisser bercer par la musique de Wagner, de Rossini et de Tchaïkovski, il va imaginer, un peu perdu dans ses pensées, 3 manières différentes de se venger. Et cette espèce de partie fantasmée où il se venge de sa femme, c'est la partie principale du film. Et on va vraiment rentrer dans les fantasmes d'un homme blessé qui vraiment va hésiter entre tuer sa femme et accuser l'amant du meurtre ou jouer à la roulette russe avec son concurrent. Bref, vraiment des situations burlesques teintées d'un humour très pince sans rire et qui a vraiment fonctionné sur moi. Infidèlement Vôtre est très original par sa narration, certes, mais aussi par même les hésitations de ce mari jaloux qui donne parfois des scènes franchement hilarantes quoi, Enfin franchement tu peux vraiment rire aux éclats lors de certaines situations, c'est très bien filmé, c'est un sens du timing et du comique indéniable. Bon, moi je le placerai pas non plus dans un top 10, mais pour un dimanche soir c'est vraiment un film à découvrir qui vous mettra de bonne humeur et qui a un comique de situation qui fonctionne très bien. Le 8e film préféré de Tarantino. Je vais passer un peu plus vite là-dessus parce que c'est un film, je pense que tout le monde le connaît, le film de Brian De Palma, Carrie au bal du diable. You have a date with Carrie. D'une richesse thématique hallucinante, Carrie, c'est aussi et surtout à mon sens, un peu l'apogée du style de Palma. C'est en fait pour moi même un exercice de style pur et dur, hein. Quand on le revoit, c'est vraiment frappant. Et vraiment, l'auteur livre l'un de ses films les plus accomplis formellement. Et évidemment, bon, ça on va retrouver ses tics de réalisation, le split screen, le slow motion, les plans séquences virtuoses, et sur ce point, la dernière demi-heure, mais c'est une merveille d'expérimentation visuelle. C'est vraiment un chef-d'œuvre de symbolisme et de découpage, où chaque plan est une idée, et un film entier même, porté par le regard perçant, déchirant et terrifiant d'une Sissy Spacek habitée. On est sur l'un des plus grands films du cinéma fantastique américain. Et oui, là par contre, clairement, je peux pas nier que je comprends complètement sa place dans un top 10. Il aurait même sa place dans le mien, je vais pas vous mentir. Mais dis donc, c'est qu'on reste quand même beaucoup aux USA, hein, pour un cinéphile aussi pointu que Tarantino, c'est surprenant. Et ben ça tombe bien, puisque le 7e film de ce classement est allemand, et c'était une découverte pour moi. C'est un film qui est sorti en 1929, réalisé, je vais probablement massacrer son nom, par George William Pabst, un film qui s'appelle Loulou. Et je trouve que le titre anglais, qui est donc Pandora's Box, est vraiment plus réussi. Parce qu'en fait, il est bien question d'ouvrir la boîte de Pandore ici. C'est un film qui est porté par une Louise Brooks impeccable, dont le film tout entier semble lui être dédié en fait. Un film dédié à sa manière d'habiter les plans, à son regard à la fois de femme fatale et d'enfant perdu. Loulou, c'est une merveille de caractérisation qui met en scène, du coup, et c'est là où c'est très moderne, une femme qui ne vit que pour elle et qui ne vit que pour plaire, quitte à blesser, à frustrer ou à détruire les hommes autour d'elle, parfois volontairement, parfois involontairement. Son amant, c'est un homme influent dans la politique, dans le monde de la nuit, dans la presse et dans le music hall. Et elle, elle traverse le monde, victime de sa beauté, coupable de manipulation. Vraiment, elle va manipuler les gens autour d'elle pour s'en sortir. En fait, c'est un personnage qui cherche sa place dans un monde profondément immoral, et elle va pas hésiter à l'être elle aussi. Et le film, vous le voyez bien, c'est une splendeur visuelle, c'est un film brûlant, hein, qui a été censuré dans de nombreux pays pour les tabous qu'il met en scène,
notamment par cette femme si libre qu'elle en devient finalement destructrice, même par ce couple lesbien qui se forme, qui apparaît, et on est avant 1930 les amis. Non, Loulou c'est un film résolument moderne, drôle, touchant, sensible, c'est une petite merveille servie évidemment par une photographie hallucinante, et je peux que vous conseiller de découvrir ce film. Les amis, ce film il a presque 100 ans, et il se regarde encore parfaitement aujourd'hui, et en vrai, ne serait-ce que pour découvrir ou redécouvrir Louise Brooks, qui est à mon sens l'une des meilleures actrices de cette époque, avec Lillian Gish, pour qui j'ai un sacré faible et qui mériterait une sacrée vidéo aussi sur Intercut, mais ça vaut le détour et Loulou, c'est un sacré film. Bon alors, faut que j'accélère les amis, et le 6e film, c'est un film qui nous vient de Hong Kong, et qui est, ça m'étonnait de ne pas avoir de film qui soit à ce point référencé par Kill Bill dans le top, bon là c'est le cas, un film qui est explicitement cité dans Kill Bill, sorti en 1972, une production des Shawn Brothers, donc du gros kung-fu à l'ancienne, qui s'appelle La Main de Fer. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas tant aimé que ça. Honnêtement, j'ai pas vu la plus-value de ce film. C'est un film qui a un budget très modeste, bien plus modeste que d'autres productions Shawn Brothers et même des productions qui sont quand même bien plus réussies. Et on y trouve, quelques intentions intéressantes, notamment, voilà, ce fameux effet sonore qu'on retrouve dans Kill Bill et qui apparaît ici à chaque fois qu'un coup surpuissant va être porté. On trouve aussi un visuel qui est très over the top dans ses effets, dans sa violence graphique. Je veux dire, chaque combattant paraît surpuissant, mais les amis, je trouve que c'est quand même filmé de manière très très plate. Ça ne profite du coup pas vraiment des chorégraphies, ça joue aussi très mal, je trouve. Alors, dans des films de kung-fu, des productions Shaw Brothers, j'en ai vu, c'est pas tant parce que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de voir, hein. C'est juste que je trouve que ça joue vraiment profondément mal. Et sans même être un spécialiste du genre du kung-fu, je pense qu'on peut trouver largement mieux, même dans les productions du même pays ou même dans les productions de l'époque. Je veux dire, je pense direct à Opération Dragon, je peux penser à Crazy Kung Fu, je peux penser au Marin des mers de Chine. Enfin bref, du coup, je vais pas tant m'attarder sur ce film-là et je vais passer rapidement au 5e film préféré de Quentin Tarantino, qui est un film, cette fois on retourne aux États-Unis, un film de Howard Hawks qui s'appelle His Girl Friday. Et là, on est sur une pure comédie, une comédie dont l'influence se ressent largement sur les films de Tarantino, parce que, bon, les films de Tarantino, on sait qu'ils sont très très verbeux, il y a des dialogues incessants qui sont balancés à toute vitesse, avec des dialogues qui fusent et des personnages de débit de parole hallucinants. Là, les amis, on a complètement ça dans ce film. Un film porté par Cary Grant et par un cinéaste, du coup, Howard Hawks, qui s'amuse, mais comme un fou en fait, à multiplier les moments comiques avec un sens du timing impeccable. L'histoire elle est simple, en fait on a le patron d'une société de presse qui est marié avec une de ses reportrices et qui est en train de la perdre, je veux dire elle l'a quittée, elle fréquente un autre homme, ça il supporte pas et du coup pour avoir encore une chance de reconquérir sa femme, il lui confie une enquête mais vraiment hyper galère, un papier sur un condamné à mort et sur ses derniers jours. Mais bon alors ça c'est une histoire un peu prétexte, le vrai intérêt de ce film c'est vraiment les dialogues. Et il faut savoir un truc, j'ai lu là-dessus en me renseignant sur ce film. Howard Hawks, c'est un cinéaste qui est très très attaché au muet et qui considérait presque que le parlant nuisait au film. Et vous allez me dire, c'est quand même bizarre pour un film dont le parlant, les dialogues, les échanges sont le gros point fort. Justement en fait, il veut que ça aille vite, Howard Hawks. Donc ok, il va beaucoup écrire, mais en fait chaque dialogue va être dit à une vitesse hallucinante et ne sera que prétexte à l'humour en fait. Ce sera vraiment des quiproquos, ce sera des punchlines, des bons mots, tout en ayant des séquences, bon clairement on dirait du vaudeville. Où là, par contre, vraiment, c'est du cinéma muet, quoi. C'est du pur comique de situation, c'est vraiment très très visuel. Mais vraiment, en plus de ce visuel-là, il rajoute vraiment une couche d'absurde et d'ironie par des dialogues géniaux. Franchement, là, je vois d'où vient l'inspiration de Tarantino. Oh, good evening, madam. Now listen, you 10-cent glamour girl, you can't keep Butch away from his duty. What's that? You say that again, I'll come over there and kick you in the teeth. Hey, what kind of language is that? Now look here, you... She hung up. What did I say? Au pied du podium, bon, je vais pas m'y attarder, déjà, c'est quand même un film très très connu, qui a évidemment influencé toute une génération de cinéastes de la génération de Tarantino
et on en a même déjà parlé parce qu'il était aussi dans le top de Gaspard Noé, c'est Taxi Driver de Martin Scorsese. On sait que c'est un film qui a un impact colossal sur le cinéma américain et mondial, on sait que c'est un film qui est souvent cité comme l'un des plus grands films du cinéma, on sait que c'est quand même un film qui a permis à Scorsese de faire sauter un peu toutes les conventions et qui a livré un film profondément enragé et brûlant. Bon, Taxi Driver, j'en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne, on passe à autre chose. Today I say to you, we have reached the turning point. Et on y est, le top 3 de Quentin Tarantino. Et on va retrouver un cinéaste dont on a déjà parlé en fait dans cette vidéo, c'est assez fou, Brian De Palma. Bon, on parle jamais assez de Brian De Palma, vous allez me dire, vous auriez raison. Et Brian De Palma, à l'époque, il sort juste de ce qui est peut-être pour moi son grand chef-d'œuvre, c'est-à-dire Pulsion. Et un an après, il nous livre du coup le 3e film préféré de Tarantino, Blowout. En reprenant des éléments de Blow Up de Antonioni, De Palma va nous pondre un grand thriller paranoïaque où on va suivre un ingé son qui capte le son, c'est ce que font généralement les ingé sons. Et soudain, il perçoit des bruits étranges, une voiture qui fonce à 2000 à l'heure, un pneu qui éclate, et en allant voir, il trouve un conducteur, donc un candidat à la présidentielle, qui est mort. Et avec lui, une étrange jeune femme. En disséquant les bandes, notre ingé son est persuadé d'entendre un bruit bizarre juste avant le crash. Et j'en dis pas plus, mais à partir de ce récit très ambigu, on a droit, comme souvent et comme je l'ai dit avec Carrie, à vraiment un sacré exercice de style de la part de Palma, qui est vraiment un cinéaste très stylisé, de toute façon on le sait. Et ici, il se réapproprie le suspense et le trouble hitchcockien par une mise en scène hyper tendue, mais vraiment, il y a des séquences haletantes, il y a des séquences très troubles, où réalité et fantasme se mêlent, et ça aurait pu être vraiment très très grossier si c'était pas filmé par un cinéaste aussi fort et aussi malin que Brian De Palma. Je veux dire, chaque cadrage rivalise d'ingéniosité, le montage, les amis, il n'y a rien qui est laissé au hasard, je veux dire, c'est quand même d'une précision et d'une maîtrise chirurgicale, et en fait, on va vite se demander si en fait, notre ingé son ne s'invente pas juste un complot pour se sentir important, pour briser son quotidien, et pour combler un peu un petit manque de sensations fortes. Blowout, c'est quand même un film qui est très fort et qui est porté aussi par un John Travolta en très grande forme. C'est un superbe film, un grand classique du cinéma américain des années 80, et si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir vu, je vous encourage à foncer sur ce film, c'est un régal. This will be the last call for the Broadway Limited en route to Pittsburgh and Chicago. All passengers traveling Broadway to Chicago. En deuxième position, c'est l'un des premiers westerns, je pense, que j'ai pu voir, qui passait souvent, vous le savez, sur France 3, un dimanche après-midi. En tout cas, je pense que c'est là où je l'ai découvert. Et c'est réalisé par un cinéaste qu'on a aussi déjà cité dans ce top. C'est assez surprenant. Et en même temps, ce film, je l'adore, donc je suis vraiment ravi d'en parler. Ce film, c'est Rio Bravo, réalisé lui aussi par Howard Hawks. Que nous raconte Rio Bravo? Sur le papier, c'est quand même assez classique, c'est-à-dire qu'on va suivre un shérif, notre ami John Wayne, qui dirige donc la petite ville paisible de Rio Bravo jusqu'au jour où il est contraint d'enfermer le frère d'un des hommes les plus puissants de la région, qui a tué un passant non armé lors d'une bagarre. Du coup, John Wayne doit donc le maintenir captif le temps qu'il soit déféré dans une plus grande ville, sauf qu'évidemment, le frère du captif ne l'entend pas de cette oreille. 2h30 de film, les amis, et 2h30 de film qui se déroule presque au même endroit, dans la même ville. Donc on est quand même sur un petit piratage en règle des codes du western et des grandes chevauchées fantastiques à travers l'Ouest. En fait, on est presque plutôt ici sur une sorte de huis clos. Et sur une sorte de huis clos dont, en fait, on va se servir pour développer les personnages comme c'est rarement arrivé dans le western. Et si sur le papier, John Wayne, par exemple, son rôle est quand même très basique, je veux dire, c'est le shérif irréprochable, et on se rend compte lors de quelques séquences que c'est sans doute beaucoup plus complexe que ça, que c'est pas un homme si dénué de sensibilité et surtout si lisse. Je trouve qu'il y a un vrai soin accordé à cette petite bourgade de Rio Bravo et à chaque personnage. Chaque personnage a sa petite fêlure, un homme qui a été brisé par l'amour, un homme qui est devenu profondément alcoolique. C'est des personnages très attachants. C'est des personnages dans lesquels on se reconnaît, là où en fait on aime bien les westerns parler d'hommes sans nom, par exemple, si je reprends la trilogie du dollar de Sergio Leone, les personnages sont plutôt des silhouettes, des
des représentations, du symbolisme plutôt que des personnages à proprement parler. Ici, c'est tout l'inverse. Chaque personnage a un nom, a une histoire, est défini. Ils ont vraiment une pure humanité et authenticité, et c'est vraiment la grande force de l'écriture de Howard Hawks. Ça, et évidemment, sa mise en scène. Et je vais pas me passer 50 ans sur Rio Bravo, mais Rio Bravo, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait quand même une séquence que je trouvais absolument magnifique, c'est des séquences de chant. C'est-à-dire qu'on a des séquences où pendant 10 minutes, Howard Hawks va poser sa caméra et va nous filmer des personnages en train de chanter, en train de jouer de la guitare. Des pures interludes musicales, et c'est d'une poésie, mais vraiment magnifique. Et c'est pour ça aussi que le film dure 2h30, c'est qu'il prend le temps de poser son atmosphère, de poser sa caméra et de filmer des moments de vie, quoi. Et Rio Bravo, c'est un grand western qui pirate un petit peu les codes du western classique, certes, mais qui vaut absolument le détour. Vous allez vraiment vous plonger dans une galerie de personnages fascinantes et terriblement attachants. Let's make a little noise, Colorado. Bon, alors les amis, je suis un petit peu embêté, parce que là, je vais vous parler du film préféré de Quentin Tarantino. Et le film préféré de Quentin Tarantino, dimanche, je vais vous en parler pendant 20 minutes. En fait, ce dimanche, je vous sors une vidéo sur Le Bon, la Brute et le Truand en milieu, où je vais vous parler de plein de films qui sont, à mon sens, au moins aussi réussis que ceux de Sergio Leone, et qui sont vraiment tous, mais j'ai que des chefs-d'œuvre. Le problème, c'est que Le Bon, la Brute et le Truand, c'est le film préféré de Quentin Tarantino. Et est-ce que c'est vraiment étonnant? Je veux dire, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce film qu'on connaît tous, ne serait-ce que pour l'extrémisme de sa scène finale de duel qui s'étire sur 20 minutes, à la tension palpable, qui est quand même l'une des scènes les plus connues du cinéma. Ne serait-ce que pour ce trio d'acteurs impeccables porté par le lien entre la trilogie du dollar, c'est-à-dire L'Homme Song campé par Clint Eastwood, ne serait-ce que par les compos merveilleuses de Ennio Morricone, ne serait-ce que parce que pour la première fois, Sergio Leone intègre la grande histoire comme récit encadrant autour de son récit, c'est-à-dire qu'il va se servir de la guerre de sécession pour poser un contexte qui dépasse largement la simple histoire de nos trois personnages à la recherche d'un trésor perdu. Ça va beaucoup plus loin que ça, et ça préfigure presque de son prochain Il était une fois en Amérique. Je veux dire, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est 3 heures qu'on va pas voir passer. C'est vraiment 3 heures d'éclate pour les acteurs, pour le cinéaste et pour le public. C'est le western, c'est vraiment la quintessence du genre et du style. C'est des gueules emblématiques qui balancent des punchlines magnifiques. C'est classe, c'est génial, chaque plan a son intérêt. On est sur, évidemment, une merveille de cinéma, mais je vais vous en parler plus dimanche. Ne ratez pas le rendez-vous, parce que vraiment, ce serait dommage. Je vous ai fait une vidéo de fou, là, elle est en montage, mais vous allez vous régaler. Donc, le rendez-vous est pris pour dimanche, les amis. Ça va être une petite merveille de vidéo, vous allez vous régaler. Voilà, c'était le top 10 de Tarantino, qui est quand même, je trouve, beaucoup moins varié que ce à quoi je m'attendais, très honnêtement. Je veux dire, on retrouve souvent les mêmes noms, et c'est quand même assez étonnant pour un cinéaste qui est aussi varié dans ses citations de films et de personnalités cultes. Mais bon, ça a été aussi l'occasion de parler de sacrés chefs-d'œuvre et de vous pondre, je pense, une vidéo qui va durer quand même très longtemps. Faut que je me calme avec ce format. En même temps, c'est un format que j'adore faire, un format qui nécessite aussi énormément de travail, je vais pas vous mentir. Donc vous savez qu'un petit abonnement, c'est la meilleure récompense pour me permettre de faire 2 vidéos par semaine et de faire des grands formats comme celui-ci. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Chaque petit don, ça aide vraiment énormément, et ça me permet de faire ça à temps plein. Si vous avez des cinéastes ou des personnalités dont vous aimeriez explorer un peu le top 10, dites-le moi en commentaire, je suis très curieux, de toute façon vous savez que je lis tous les commentaires. Les amis, on se retrouve dimanche pour Le Bon, la Brute et le Truand en mieux, et ça va être du lourd, vraiment, ça va être dingo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous les amis, bisous.